Merci d'être là aujourd'hui pour cette activité dans la série Pitch ton idée du CERMA. Moi, je me présente, je suis Thierry Lefebvre, coordonnateur du CERMA. Et aujourd'hui, donc, on va avoir cette activité qui est un atelier discussion qui va se passer en deux temps. D'abord, on va avoir une présentation d'une initiative de 3 étudiants du groupe de Jean-François Morin, suivie d'une discussion pour essayer d'élaborer et voir comment améliorer le projet qui a été développé jusqu'à présent au département de chimie. Et donc, on a la présentation d'abord de Simon Plaise, Anthony Joly, puis Félix Gagnon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a participé à l'élaboration du projet. Et on a aussi avec nous Guillaume Bélanger-Chabot, qui va nous aider à essayer d'améliorer le projet. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Simon et Anthony pour la présentation de leur projet sur le recyclage d'acétone. Merci Thierry, et merci à ceux qui sont là, soit en présentiel, soit en virtuel. Donc, comme Thierry l'a dit, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté un projet, comme c'est écrit, de recyclage de solvants. Et ce projet qui est au département de chimie, c'est pour recycler l'acétone. Donc, pour mettre en contexte, si on part, par exemple, si on prend l'exemple de notre laboratoire, on est sur environ au moins 150 litres de solvant qui est utilisé chaque mois. Si on prend des chiffres au niveau du département, c'est environ 6400 litres de solvant non halogéné qui est utilisé, et du coup, c'est des déchets qui sont produits. Et si on parle en termes de déchets halogénés, on parle sur 1900 litres en une année. Ça, c'est pour l'année 2020. On a pu se rendre compte, surtout cette année-là, qu'il y a eu de plus en plus de pénuries au sein du département, et notamment une des pénuries qui nous a marqué, c'était celle de l'acétone. Et bien sûr, qui dit pénurie, dit aussi augmentation des prix. Le prix de l'acétone a quasiment doublé en même pas l'espace d'un an. Là, maintenant, si on reprend un peu plus dans les chiffres, pour notre laboratoire, donc ça, c'est un chiffre en avril 2019, donc notre consommation de solvant était un total de 272 litres. Dans ces 272 litres, on est parti sur environ 34% d'acétone, la même quantité en niveau d'hexane, et après, c'est un reste dichlorométhane et d'autres solvants comme acétate-d'éthyle, chloroforme et d'autres que je ne vais pas mentionner parce qu'ils sont en plus faible quantité. Si maintenant on fait un zoom un peu sur la quantité d'acétone qui a été utilisée, pourquoi on utilise l'acétone? Bon, environ 10% de l'acétone qu'on utilise, c'est pour faire des bains à froid. Donc, on va utiliser pour nos réactions. Un autre, environ 30% qui va être utilisé pour laver la verrie, donc pour enlever tout ce qui est polluant organique pour que notre verrie soit clean à la fin. Et à la toute fin, on va venir rincer souvent notre verrie avec de l'acétone pour enlever en fait les traces d'eau, parce que l'eau en fait c'est bien, mais c'est long à sécher et du coup ça peut des fois pourrir un peu notre verrie. Donc en fait on s'est dit ces 60% là c'est juste de l'eau et de l'acétone. Du coup est-ce qu'on pourrait pas la distiller? Et en fait ça rentre un petit peu dans les objectifs, hein, même beaucoup, dans les objectifs du développement durable, notamment l'objectif numéro 12 qui est du coup la responsabilité sur la consommation et la production. Et il y a un des points dans cet objectif-là, comme c'est écrit ici, qui montre que en 2030, il faudrait qu'on ait réduit notre génération de déchets, notamment avec la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation. Et c'est ce qu'on va faire du coup. Donc, notre mélange acétone-eau qui nous sert à rincer notre verrie. Donc, on va faire juste une distillation de ce mélange-là pour avoir récupéré l'acétone propre. Mais il y a plusieurs problématiques qui sont venues à ça. La première, c'est au niveau de la sécurité. Donc, on essaye, tout d'abord ici, on a le système chauffant. On ne voit pas l'écran. Parfait. Donc là, on a notre système de chauffage. Système de chauffage, il faut faire attention. Si on chauffe trop, tout notre mélange peut s'évaporer. Ça peut venir mettre notre ballon à sec. Et du coup, on a des risques d'inflammation, tout ça. Ici, on va éviter, en fait, on a un ballon, c'est de la verrie. La verrie, c'est fragile, donc on va éviter le plus de contact possible.
Donc ça, c'est pour la partie vraiment sécurité. Et on va se mettre aussi, bien sûr, sous une hotte pour éviter tout ce qui est émanation de vapeur, d'acétone dans ce cas-là. On a eu des problèmes un peu plus environnementaux, parce que dans un système de distillation, il faut refroidir notre solvant. Donc, le système de refroidissement, souvent, c'est de l'eau qui est utilisée, sachant qu'on va utiliser à peu près l'appareil de distillation environ une dizaine d'heures dans la journée. C'est des milliers de litres d'eau qui sont utilisés. Donc, ce n'est pas très, très bon. Et en plus de ça, l'eau, en fonction de la saison dans laquelle on est, en hiver, elle va être plus froide, mais en été, quand même plus chaude. Donc, notre refroidissement va être beaucoup plus lent en été. Du coup, ce n'est pas très constant. On va pouvoir aussi avoir de l'évaporation en fait, de vapeur d'acétone, par exemple, qui ne sera pas condensée. Donc, pour répondre à cette problématique, en fait, on a mis un mini chiller. Donc, on va le montrer juste après. Et la dernière problématique, c'est l'efficacité de notre système. Donc, il faut que le remplissage se fasse facilement. Il ne faut pas qu'on ait à bouger des 10 litres à bout de bras. Il faut que la condensation soit efficace, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, pour augmenter le volume de récupération d'acétone à la fin et qu'on ait une bonne séparation entre les différentes phases, donc là, l'eau et l'acétone. Donc, au final, notre système, il est comme tel sur le schéma. Donc, en fait, on a nos 10 litres de déchets acétone eau. On vient en fait remplir un réservoir de 4 litres avec un vide partiel, donc on n'a aucune manipulation à faire, mis à part allumer le vide. Ensuite, par gravité, on vient remplir notre ballon de chauffe ici. Ensuite, on a mis une colonne de vigreux qui nous permet, dans un appareillage de distillation, à séparer nos différents éléments. Puis le système de refroidissement qui n'est pas à l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, mais avec un mini chiller. Donc, système fermé. On l'a mis en plus à température assez basse, 4 degrés, donc on a vraiment une bonne condensation. Et on a mis aussi un timer qui nous permet d'éviter du coup de se retrouver avec un ballon sec à la fin. Par exemple, si on oublie à la fin de la journée, c'est quand même un peu ballot d'avoir notre ballon tout sec à la fin et qui peut s'enflammer. Et à quoi ça ressemble en vrai? Bon, ici, on a notre bidon de déchets de 10 litres. On peut voir ici, c'est notre timer. Derrière, il est un petit peu caché, mais c'est notre réservoir de 4 litres qu'on remplit par le vide. Ici, on a notre ballon de chauffe, la colonne de vigreux. On a juste derrière le réfrigérant. Et on va venir ici mettre notre bouteille d'acétone pour récupérer notre acétone propre. Et là, on a notre mini chiller. Donc, la pénurie qui nous a fait commencer à survenir au début de l'année, de l'été 2021. Avant cela, on avait lancé une petite expérimentation pour connaître un peu les besoins et surtout les productions des groupes en termes d'acétone de rinçage. Donc, ce qu'on appelle acétone de rinçage avec de l'eau, de l'acétone avec de l'eau, donc issu du rinçage de la verrerie. On avait un stock assez faible, mais jusqu'au bout de l'été, en fait, on a récupéré 250 litres. Ces 250 litres-là, pendant tout l'été, on les a distillés à coup de 10 litres, 10-15 litres par jour, jusqu'à arriver à une production de 228 litres d'acétone, donc à la pureté plus ou moins variable, mais avec beaucoup moins d'eau. Cet acétone-là a été et pourra être utilisé en cas de future pénurie pour rincer la verre. Suite à la démonstration que notre montage était viable pour distiller l'acétone du département, on a transféré notre responsabilité au département chimie, notamment à Sandra Papillon, excuse-moi. Et puis, suite à ça, il y a eu une page de réservation sur Pixel qui s'est ouverte. Donc, chaque groupe du département chimie voulant distiller sa propre acétone peut le faire maintenant et c'est vraiment en libre service, il faut s'inscrire. Bon. Ceci étant dit, nous, pour notre groupe, on arrive à un résultat assez intéressant. En avril 2019, 34% de notre consommation totale de solvant, c'était de l'acétone. Novembre 2021, on arrive à 18%. Ce qui montre en fait une régression de la consommation d'acétone. Ce qu'on peut voir, ce que nous montre le deuxième graphe, c'est que maintenant les deux solvants majoritaires, à
ça va être le dichlorométhane et l'hexane. Et donc, naturellement, après l'exercice qu'on vient de mener, on pourrait se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne récupérerait pas l'hexane et le dichlorométhane dans un mélange binaire qu'on viendrait distiller? Alors, l'idée, en fait, autour de cette réflexion, ce serait de proposer un outillage de distillation qui soit automatique pour éviter d'avoir un opérateur humain devant ce qui libérerait du temps, en fait, habituel, parce qu'il lui en prendrait pas. Donc, petit rappel pour les gens qui n'utilisent pas forcément ce type de solvant. L'hexane, c'est un produit pétrolier à 8 carbone. Non, à 6 carbone, pardon. Avec un point d'ébullition de 69 degrés. Nous, en novembre 2021, on en a consommé 60 litres dans le monde entier, ce qui commence à faire, et notamment pour des chromatographies. C'est un solvant apolaire qu'on utilise dans à peu près toutes nos chromatographies sur colonne. Il a noté que c'est un solvant qui est hautement neurotoxique. C'est un solvant qui est même banni de plusieurs pays européens. Le deuxième solvant qu'on a le plus utilisé, ça va être le dichlorométhane. Un dichlorométhane qui est un solvant chloré, point d'ébullition relativement faible à 40 degrés. Donc, si on veut séparer l'un de l'autre, ça va. Les points d'ébullition sont suffisamment distants pour éviter les mélanges. On en a utilisé quand même bonne partie, 55 litres. Et le dichlorométhane, on va s'en servir en chromatographie, donc il sera mélangé avec l'hexane, ou alors pur pour l'extraction. Il y a à noter que c'est aussi un solvant chloré dangereux pour la santé, donc sa manipulation pourrait entraîner des problèmes. Puis enfin, vient les deux autres avec une part beaucoup plus faible. Tout d'abord, le chloroforme qui, lui, va, pareil, être utilisé en extraction et en chromatographie, mais sur un volume beaucoup plus faible et qui est relativement toxique. Et l'acétate d'éthyle, qui est beaucoup moins toxique, toujours utilisé dans les petites quantités, notamment en chromatographie sur colonne de silice. Mais bien souvent, en fait, on va utiliser une très faible part d'acétate d'éthyle avec, mettons, de l'hexane ou du chlorométhane pour rajouter de la polarité. Et ça va être un problème puisque on va se trouver avec l'acétate d'éthyle comme polluant à l'hexane. Et ça pose un énorme problème puisque l'acétate d'éthyle forme un azéotrope avec l'hexane. Donc, je ne sais pas si on est tous au clair sur ce que c'est qu'un azéotrope. Je vais juste vous en reparler 2 minutes. On peut la définir en fait. Un azéotrope, qu'est-ce que c'est? C'est on prend un mélange de solvants, on va vouloir les distiller, et en fait, on va se retrouver avec quelque chose qui bout en dessous des températures d'ébullition des deux solvants. Et en fait, ce qu'on vient récupérer, ça va être un mélange des deux solvants qu'on veut distiller. Cas pratique, si on prend un mélange acétate d'éthyle hexane, qu'on les distille à pression atmosphérique, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un mélange qui va bouillir à 65 degrés et non pas à 69 comme on pourrait s'attendre pour avoir juste de l'hexane. Et la fraction molaire, enfin, on va obtenir 65% d'hexane et le reste d'acétate d'éthyle. Donc ça, c'est un vrai problème si on veut avoir de l'hexane pur sans acétate d'éthyle, et c'est ce qu'on demande en fait, de l'hexane pur pour pouvoir réutiliser cet hexane-là dans nos colonnes. Donc, ce qu'on pourrait imaginer dans ce futur projet de distillation, ça va être alors, tout d'abord, soit d'éliminer l'acétate d'éthyle, soit de ne pas le récupérer. Et puis ensuite, ça va être un système de contrôle de température, puisque en chauffe, ce qu'on va avoir, c'est que notre mélange va monter en température. La température va se stabiliser autour de l'ébullition du dichlorométhane. Là, on pourra récupérer tout notre dichlorométhane. Puis dès qu'on recommence à remonter en chauffe, on va pouvoir venir sélectionner ensuite notre hexane. Puis à 69 degrés, on sélectionne notre hexane, on fait passer tout notre hexane. Puis dès que ça remonte, on arrête le chauffage. Et pour ce faire, il existe comment on appelle ça, des systèmes de vernis. Donc là, ce qu'on va voir, c'est à l'aide d'un aimant, on va pouvoir venir sélectionner où va l'effluent, soit à droite, soit à gauche, et chacun des sens va amener à des bidons différents. Donc, pour conclure cette présentation, moi, j'aimerais finir par une question. Qu'est-ce qui serait
pour vous, la meilleure solution technique pour un montage de distillation optimal qui soit automatisé pour la séparation d'un mélange binaire BCM hexane. Voilà. C'est tout pour nous. OK, merci beaucoup. On va peut-être commencer dans une première partie par prendre les questions sur le projet concernant l'acétone, puis après peut-être on passera à l'autre projet qui est plus touché, disons. Fait que, en ligne, n'hésitez pas à lever la main puis à prendre la parole ensuite, à poser vos questions. Pareil ici dans la salle. On peut passer un micro pour qu'on vous entende au besoin. Donc, y a-t-il des questions sur le système que nous a présenté Anthony puis Simon sur le recyclage d'acétone? Et en fait, la question subsidiaire, c'est parce que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas du département de chimie. Y en a-t-il parmi vous qui serait intéressé à implanter un tel système, peut-être contacter l'équipe qui l'a mis en place? Alors, bonjour Thierry. Oui. Écoute, ah oui, c'est drôle, je suis avec le nom Thierry Lefebvre. Bon. OK. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Amine hein, qui parle. Oui, c'est Amine. Oui, c'est Amine, mais c'est pour une raison étrange, j'apparais sous le nom Thierry Lefebvre. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc, le projet est très, très intéressant. Moi, je vois beaucoup de potentiel pour ce projet, pas uniquement en chimie, mais aussi dans certaines techniques d'impression 3D dans lesquelles on utilise beaucoup l'acétone et on parle de litres et de litres d'acétone par impression. Et souvent, on est amené à les jeter. Maintenant, la question, c'est est-ce que, bon, c'est beau pour la chimie, là, mais avez-vous pensé à la réutilisation? Quelle est l'efficacité de cet acétone une fois récupéré dans une même expérience? Si je prends par exemple vos expériences à vous, que vous faites l'expérience chimique que vous faites. Ok, c'est une... C'est bon. Ok, pardon pour le problème. C'est une excellente question que vous posez là. Oui, alors, nous, on ne réutilise pas cet acétone-là pour faire de la chimie. On l'utilise pour le lavage ou pour le rinçage. À la question de l'efficacité de la distillation et de la séparation, il y a deux facteurs qui rentrent en compte. La première, c'est la taille de la colonne et comment est-ce qu'on va chauffer. Plus on chauffe graduellement, plus on s'approche, moins on fait passer d'impuretés. Donc ça va dépendre de la personne qui distille. Ça va dépendre aussi des impuretés qui sont dans votre ballon de chauffe. Donc, nous, dans notre cas, on a des puretés qui sont acceptables. Après, ça va dépendre de l'expérimentateur, comme à chaque fois, mais on atteint des puretés qui sont acceptables. Pour vous, votre application, je ne sais pas s'il peut y avoir des dérivés de la polymérisation qui pourraient poser problème. Voilà. Ça va, Amine, comme réponse? Oui, je peux peut-être poser. Tu m'arrêterais, Thierry, là, s'il y a d'autres personnes qui posent des questions, allez-y. C'est une question qui est un peu une suite à cette question-là. Mais c'est excellent le développement durable pour faire des petites expériences pour montrer que ça marche. Mais si on veut généraliser ça, si on essaie de voir plus gros que ça, on essaie de voir, OK, on veut ramener ça vers un système qu'on va, pas juste le département chimie qui va l'utiliser, mais on veut aussi que ce soit utilisable par le département génie électrique. Comme moi, je serais un très grand utilisateur de ce tel système. Le département de génie mécanique, SNIFIL. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Je t'ai muté. Okay. En fait, c'est une excellente question que vous posez là, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du volume que vous voulez passer. Ça va dépendre aussi de vos moyens. Je ne vous cache pas que l'industrie vous vend clé en main un système qui fait pareil, même en mieux, complètement automatisé.
mais ça coûte 25 000, 30 000 $. Donc, à savoir, si vous avez assez d'argent pour payer une industrie qui va vous payer, qui va vous donner le moyen de le faire, ou alors, comme nous, au département, où en fait, on a trouvé une solution. Globalement, ce que ça a coûté, c'est le prix du mini-chiller, et encore, le mini-chiller ne nous appartient pas, ce n'est pas vraiment une dépense, c'est le département qui l'a payé. Mais sinon, toute la verrerie, c'est de la verrerie récupérée à droite à gauche dans les laboratoires. Donc, ça va dépendre si vous avez de l'argent. Nous, basiquement, ça nous a coûté pas grand-chose, juste le prix du mini-chiller. Je pense qu'au vu de l'acétone qu'on s'économise, c'est un investissement qui se rentabilise assez rapidement. Question, Amine, peut-être. Non, Vas-y. parce qu'on laissera quelqu'un d'autre. Il y a Anna qui nous a rejoint, puis elle a levé la main, fait que je passe la parole à Anna. Eh bien, premièrement, je m'excuse pour mon retard. Dernier cours avant la semaine d'examen, j'étais très populaire. Et aussi, je n'ai pas trouvé la salle. Vous êtes bien dans l'auditorium de COPL? Oui? En tout cas, je me suis rendue là, mais il y avait comme toutes sortes de constructions. En tout cas, je ne vous avais pas trouvé, donc je suis retournée à mon bureau. Je suis là virtuellement. Moi, ma question, c'est plus sur le deuxième volet. Donc, je ne sais pas si on peut tout de suite passer au autre solvant ou si vous voulez poursuivre la discussion sur l'acétone d'abord. En tout cas, ma question, en tout cas, je vais te poser, c'est dans l'idée d'élargir, de considérer d'autres solvants. Je voulais juste bien comprendre de quoi on parle comme input, comme les solvants qu'on veut utiliser. J'imagine que ce n'est pas les mélanges de solvants qui sont ramassés dans les labos de synthèse où tout le monde met les mélanges. Est-ce que c'est ce qui sort d'une expérience de chromatographie où vous contrôlez vraiment le mélange? J'aimerais juste peut-être savoir qu'est-ce que vous prenez comme source mais vous avez parlé de mélange des chlorométhane et... Ouais, c'est ça. Je pense, mais c'est un mélange assez quasi connu qui sort d'une chromatographe ou est-ce que c'est... J'aimerais juste savoir, c'est quoi que vous considérez comme source en fait? En fait, notre mélange, nous, ce qu'on utilise vraiment dans notre laboratoire, c'est diclo, hexane et acétadéthyle. Et ce serait les solvants qu'on utilise pour les colonnes de chromatographie. Parce on serait sûr qu'il n'y aurait que ces 3 solvants-là. Okay. Après, pour le niveau des quantités, là, on ne serait pas du tout sûr de combien en fractions on aurait. Ça, ce n'est pas trop un gros problème. Mais en fait, l'idée, ça serait, on vient faire notre colonne. Donc, notre colonne, on doit après évaporer du coup notre solvant au rotavap pour récupérer notre produit. Et du coup, ce qu'on récupère déjà au rotavap, là, on peut l'utiliser, on peut le mettre dans notre bidon de déchets pour le recyclage. Du coup, on n'aurait aucun produit chimique dedans, donc vraiment que du solvant. OK, donc ça, c'est la première question. Donc, ce qui est visé, c'est quelque chose où on sait qu'on n'a pas de produit grâce à inconnu, ça va être toujours les mélanges connus. OK. Donc, OK. Mais un commentaire juste, mais ça c'est basé sur rien, OK, sur une intuition. Pour les quantités que j'ai vues passer, en tout cas, je ne suis pas convaincue que ça va, comment est-ce que dire ça, de faire ça automatisé par rapport à surveiller manuellement, je ne suis pas convaincue qu'il y a une valeur ajoutée parce que ce n'est pas les volumes énormes. Mais en tout cas, je veux juste lancer ça comme commentaire, que ça m'apparaît plus comme une distillation à la pièce que quelque chose qui va rouler. Donc, parce que je pense que ça devient plus élégant quand c'est rendu automatique, mais ça soulève d'autres inquiétudes au niveau des dangers et à quel point ça va fonctionner. En tout cas, je pense que ça peut être optimisé pour un mélange bien connu, avec les ratios bien connus, mais ça va être comme dédié à une système. Donc, c'est pas très clair mon intervention, mais ma première impression, c'est que d'avoir quelque chose qui peut s'appliquer à plusieurs mélanges, plusieurs compositions des mêmes deux constituants, mais avec les quantités relativement différentes. Je ne sais pas à quel point ça peut être généralisé dans un système automatique pour les volumes que vous générez. Mais ça c'est juste comme
une impression que je n'ai pas réfléchi plus que ça à la question. Bah, si je veux rebondir un peu dessus, je dirais que l'automatisation, c'est quand même c'est sûr que c'est un défi, mais c'est quand même un gros avantage parce que si on prend déjà l'exemple de l'acétone, il faut revenir à peu près toutes les 30 minutes, voir si, par exemple, on n'a pas vidé notre ballon et qu'on récupère de l'eau. C'est quand même quelque chose où il faut faire des allers-retours. C'est pas facile. Il y a certains groupes même qui sont… Nous, on est juste à côté, donc ça va, mais il y a des groupes qui doivent faire plusieurs étages pour voir toutes les 30 minutes. Ça prend du temps sur la journée. Et moins on prend de temps, mieux c'est. Et surtout, là, si on a un mélange, et si on ne connaît pas les ratios, on ne pourra pas vraiment savoir à quand est-ce qu'on va changer. Par exemple, quand on va passer du diclo à l'hexane. Et du coup, il faudrait rester juste devant la colonne, compter le nombre de gouttes et regarder la température. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait l'automatiser notamment. Et je pense que sur 10 litres de solvant à récupérer, notamment l'acétone, on met à peu près 6 heures, je pense, à le distiller. Donc, c'est quand même une grosse partie de la journée. Oui, OK, donc, mais peut-être on peut simplifier. Est-ce que l'automatisation peut se limiter à une sorte de… Ça envoie un texto quand la température commence à changer ou au lieu d'avoir et que quelqu'un passe pour changer le ballon. C'est juste que les montages laissés sans surveillance, ça amène d'autres enjeux. C'est plus ça. C'est absolument pas ce qu'on désire. C'est pas déresponsabiliser la personne qui lance la distillation. C'est pour éviter de prendre du temps d'étudiant. On est tout à fait conscient que pour que ce projet se fasse, il faut que ça soit relativement facile, que ça prenne peu de temps à l'étudiant. L'étudiant, il n'est pas là pour réaliser des économies à son laboratoire. Il est là pour faire de la recherche, pour produire du savoir. Si on lui demande de passer une journée dans sa semaine devant un montage de distillation, je pense que ça se fera jamais. L'idée ici, en fait, c'est éviter des erreurs. Parce que nous, des fois, on en a des erreurs de je reviens pas assez vite, la distille passe de l'eau, ou il y a des choses qui se passent, ou alors le timer est retombé à zéro, le mélange est froid, il faut que je le remette. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de déresponsabiliser l'étudiant. Il y aurait toujours quelqu'un qui viendrait appuyer sur le bouton on, appuyer sur le bouton off. L'idée, c'est éviter de rester devant la machine pendant qu'on est en train de distiller. C'est juste ça, c'est pour éviter que ça nous prenne trop de temps. Oui, il y a Amine qui voudrait parler. Je pense qu'il pourrait aider pour l'automatisation. Oui. Donc, ce que je trouve intéressant, et je vais peut-être rebondir à la question de ma collègue Richie, Annalise. Donc, il faut toujours voir c'est quoi l'application qu'on vise. Et moi, je trouve que l'automatisation peut être très, très, très pratique par exemple, en impression 3D. Là, moi, je trouve, je suis vraiment preneur pour une telle technologie parce que c'est un processus lent. Donc, c'est pas… Et donc, prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures, voire 6 heures pour recycler la quantité de 8 litres, 9 litres que l'imprimante a utilisé, ça pose vraiment pas de temps parce que ça nous permet de sauver du temps. Donc, je pense qu'il faudrait… Vous avez fait une très belle initiative qui peut être très, très prometteuse. La deuxième étape, c'est peut-être sortir un peu de la chimie, du monde de la chimie et voir un peu plus loin ce qui se passe ailleurs au niveau application, au niveau utilisateur. Donc, parce que par exemple, moi, je ne suis pas expert en chimie et je serais très intéressé par un tel système parce que moi, je le fais du plug and play. Je le branche à mon imprimante, il récupère, c'est bon, ça me permet de sauver des dizaines de dollars par impression et on utilise énormément d'acétone. Donc, c'est très important de contextualiser votre belle initiative et sortir du département de chimie. Donc, think out of the box pour voir un peu ce que font ailleurs les autres personnes et voir quelles sont les applications que vous visez. Parce que vous avez développé un système dans lequel il y a des spécifications. Maintenant, la deuxième question, c'est OK, quelles sont les applications que vous visez et non pas les départements. Les départements, ce ne sont que des utilisateurs. Mais moi, l'impression 3D est une application pour votre système et je la vois une très, très belle application. D'ailleurs, une des questions techniques que j'aimerais vous poser sur ça, c'est comme ça prend, peut-être que vous l'avez dit, j'ai raté, là, ça prend combien de temps pour récupérer
1 litre d'acétone? minutes, 40 minutes. Ouais, à peu près une trentaine de minutes pour 1 litre, OK, vous voyez, quand le ballon est chaud. OK. Donc, nous, par exemple, ça nous prend 4 litres pour nettoyer une impression. Et donc, ça me prendrait 2 heures de temps pour récupérer 4 litres. Ce n'est pas la fin du monde pour moi, honnêtement. C'est vraiment ça pour vous. Quand même, là, le système est optimisé. Il y a un condensateur avec une température vraiment basse. Donc, vraiment, on est dans des conditions optimisées. Puis 4 litres, 2 heures, pardon, pour les 4 litres, c'est quand le ballon est chaud. Il faut attendre la température de chauffe. Donc ça va prendre une trentaine de minutes. J'aimerais rebondir sur votre point, sur le fait qu'il faut penser hors du département de chimie. Je vous dirais que ce n'est pas forcément notre rôle. Nous, ce qu'on vous montre, c'est quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a monté, et les solutions techniques qu'on a réussi à trouver pour notre application. On va pas aller dans toute la fac, tels les bouilleurs de cru d'antan, demander si quelqu'un veut qu'on leur distille l'acétone. C'est pas ce qu'on veut faire. Par contre, vous pouvez tout à fait vous inspirer de ce qu'on a fait. Je veux dire, la distillation, c'est pas une technique très 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 compliquée, et ça utilise des éléments de verrerie qui sont extrêmement simples. Voilà. Peut-être donner la parole à Anna qui a levé les mains. Et je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, parce que je veux revenir, j'ai réfléchi un peu, parce que peut-être je n'ai pas saisi tout à fait la prochaine étape. Parce que quand je pense qu'on veut automiser un système, je pense généraliser le système de distillation pour accepter, je ne dirais pas n'importe quoi, mais différents mélanges, différentes compositions. Mais je veux juste être clair, l'idée, c'est de faire un système dédié pour un mélange donné ou de faire un système qui peut distiller différents mélanges. Mais ça, c'est ma première question, parce que d'élargir ça, en fait, chaque utilisateur va avoir un mélange qui est spécifique à l'utilisation du solvant, et à quel point vous visez un système qui va être général, qui peut accepter différents mélanges, ou est-ce que c'est vraiment l'idée de faire quelque chose pour l'instant qui est dédié à un mélange spécifique? Peut-être c'est ça que j'ai manqué un peu dans la proposition. Là, vraiment le but ultime, c'est de pouvoir accepter n'importe quel solvant, on va dire. Mais en fait, on veut juste commencer. Là, on a fait un solvant. Eau acétone, on peut considérer un peu comme un solvant, parce que les points d'ébullition sont vraiment très différents. Mais on veut juste monter à 2-3 solvants, voir les problématiques, surtout à cause des mélanges anisotropes. Et après, oui, clairement, si ça marche vraiment bien, mais on pourrait penser à d'autres solvants encore, notamment les solvants halogénés, là, qui sont vraiment pas bons pour l'environnement. Mais c'est d'y aller vraiment étape par étape. OK. Parce que mon commentaire sur la capacité de rendre ça automatique, c'était un peu lié avec l'idée qu'avec une solution en mélange de début qui était un peu inconnue. Et si on pouvait, mais si je comprends que l'idée, c'est plutôt de contrôler, de savoir un peu ce qu'on a au début. Et en fait, je ne pas dire tout, parce que ça minimise la voix, mais ce qu'on veut automatiser, c'est à quel moment on switch d'un récipient à l'autre. C'est ça que je pense, c'est cette étape-là qu'on veut optimiser. Mais ça va être spécifique à un mélange donné, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. On pourra imaginer que dans un futur, on a un ordinateur ou peu importe si c'est automatisé qui nous dise voilà, on accepte tel mélange de solvant et tout ça. Donc, oui. OK. Et puis des paliers prédéfinis, 40 degrés, je m'arrête, telle température d'ébullition, je prends, etc. OK. Je ne reste pas dans le waste, quoi. Malgré que ça fasse des paliers. Parce que ça voudrait dire que c'est soit des solvants qui ne nous intéressent pas, soit des mélanges azéotropiques qui ne nous intéressent pas. OK. Merci. Thierry, je pourrais peut-être terminer avec un petit mot. Je pense que vous avez fait vous avez une très très belle initiative, honnêtement, et ça vaut la peine de la pousser un peu plus loin que ça. Moi, je vois énormément de potentiel.
Souvent, parfois, lorsqu'on fait la recherche, on va se focuser sur notre recherche, mais on ne voit pas que les à côté de la recherche, parfois, ont une portée beaucoup plus importante que la recherche en soi-même. Et je pense que vous avez fait un très beau travail et ça vaut la peine de creuser un peu plus loin, peut-être pour voir un peu plus grand que ça. Mais beau travail, félicitations. Yes, merci. Et je voulais juste rebondir en fait ce que vous avez dit, Annie. C'est je serais intéressé de voir votre impression 3D pour essayer de voir comment on pourrait mettre ce que nous, on a mis en place chez vous, en fait. Ouais. Transposer nos connaissances, on va dire, sur votre système. Tant en termes de volume que de polluants, en fait. Ouais. Parce que le système, il va être dimensionné pour votre volume, évidemment, parce que vous allez certainement pas avoir le même… vous n'allez pas passer de 100 litres en un été, mais aussi les polluants, parce que je trouve que votre acétone sera beaucoup plus pollué que la nôtre. Donc, il y aura peut-être des problématiques là-dessus. Ah, ça me fait plaisir de vous accueillir et de vous montrer ce qu'on fait. Ouais, moi, j'aurais volontiers quelques commentaires. Ça marche? Ça flash, ça clignote, ouais. Fantastique. Ouais, moi, je trouve ça très intéressant comme initiative. D'abord, si je peux me permettre de jouer l'avocat du diable, parce que là, évidemment, il n'y a pas de mauvais côté à faire ça parce que l'Université Laval paie l'électricité, machin, mais admettons, avez-vous fait le comparatif un peu d'où ça vient, l'acétone qu'on achète dans les labs? Est-ce que c'est un sous-produit de l'industrie du pétrole ou c'est vraiment synthétisé? Est-ce qu'on a fait l'analyse du cycle de vie? C'est ça votre question? Oui, essentiellement. La réponse est non. L'acétone, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas non plus. Mais après, je sais, sur les bouteilles d'acétone, les gens peuvent voir que c'est souvent des produits qui viennent des États-Unis. J'en ai vu, je pense que c'est du dichlorométhane qui viennent du Mexique. Donc, déjà, on est sur l'analyse de cycle de vie, on va éviter ces étapes-là. Je pense que rien que ça, on est gagnant. C'est sûr qu'il y a toujours en termes de prendre quelque chose puis le jeter ou le réutiliser, je trouve ça, surtout comme ici, notre électricité régénérée. C'est ça. À la limite, on fait de l'électricité avec du charbon, on pourrait discuter. Oui, là, ça serait mais là, ce n'est pas le cas. Oui, c'est cool. Merci. J'avais aussi… là, dans le fond, vous vérifiez, premièrement, dans votre vision, dans votre grande vision là, de votre système, est-ce qu'à chaque fraction que vous généreriez, est-ce qu'il y aurait des analyses de fait? Et quelles seraient-elles? Et qu'est-ce qu'on considère comme acceptable? Oui. Okay. Pour l'examen LDCM, oui, 1000 fois. Parce qu'en fait, quand on fait une colonne de chromatographie, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais eu ce plaisir d'en faire, en fait, il suffit de traces d'acétate d'éthyle dans l'examen pour que la séparation ne fonctionne pas. Et donc, à ce titre, on peut utiliser plein de techniques d'analyse que nous offre la chimie organique, la RML, la GCMS. Il y a vraiment… Donc, vous faites l'analyse de votre brut et de votre… Pour le coup, pas du brut. Pas forcément du brut, parce qu'on assumerait qu'on sait ce qu'on a utilisé, on sait ce qu'on récupère. On assume que c'est un mélange soit binaire examen de CM, soit avec de l'acétate d'éthyle, on trouvera un moyen de neutraliser l'acétate d'éthyle, notamment par hydrolyse basique. Et après, on fait bouillir ce mélange-là, et ce seraient des fractions récupérées qu'on pourrait analyser. Je pense que ça apporte, même en termes de coût, parce que une RMN, c'est quoi? C'est 2-3 $. En termes de coût, si on ne jette pas le tube après, même une GCMS avec un assez court temps de rétention, c'est pas si cher que ça non plus. Donc, sur un batch de plusieurs litres, ça peut valoir la peine. Surtout si ça évite de nous scraper une purification. Je suis tout à fait d'accord. Puis, ça amène une autre question. Vous voulez faire quoi avec ce distillat-là? Ça va être pour quel usage? Mais ça serait pour faire la même chose que vous avez fait? Ouais. Ça, je suis peut-être un peu moins optimiste parce que vous ne pensez pas qu'une fois de temps à autre, quand vous faites vos colonnes chromatographiques, c'est bel et bien des colonnes sur silice, des bonnes vieilles colonnes relatives, c'est ça. Une fois de temps à autre, vous allez générer des composés qui sont un peu volatiles, pas très, puis ça va toujours contaminer votre machin. C'est vrai, mais en fait, il y aura 2 étapes de purification. Parce que le rotavapor, qui va en éliminer une certaine partie,
Et bien souvent, on pousse un peu dans le vide là. Donc, tout ce qui est très volatile part, c'est-à-dire part dans le piège. Et puis après, il y a une deuxième distillation. Donc, moi, j'ai relativement confiance par rapport à la pureté, par exemple, des hexanes qu'on achète. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hexane, il y a un S. C'est que ce n'est pas de l'hexane linéaire. Il y a tout un tas d'isomères d'hexane. Donc, ouais, je suis relativement confiant par rapport à la pureté qu'on peut acheter. Parce qu'en fait, les produits chimiques qu'on achète, c'est en commerce, sont pas purs. Sauf si on y met le prix. Je suis d'accord. Ben, non, mais tout à fait, mais c'est pour ça que je parle d'usage, parce que là, j'ai l'impression que pour une colonne chromatographique, qui est une méthode de purification, si vous partez avec un solvant qui est moyennement pur, ça ne sera pas génial. Le fait de le tester par RMN ou alors GC, qui est peut-être un peu plus précis, nous permettrait de certifier, bon, ça on peut l'utiliser pour ça on peut l'utiliser pour autre chose. Ouais, ça m'amenait là parce qu'il y a toutes sortes d'utilisations qui justifieraient. Vous pourriez vendre vos produits finis à différents utilisateurs. Nous, on s'en sert pour faire des bains. Donc, si vous avez un peu d'exemple dedans, la température du bain va être de moins 68 au lieu de moins 60. On va écrire moins 68 dessus, et voilà, on vient de sauver l'environnement. On peut faire rouler une voiture à l'hexane, c'est la question. Ouais, c'est cool ça. Puis, vous en avez fait mention à peine, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, que la présence d'acétate d'éthyle dans votre mélange de CN-hexane ruine la séparation. En fait, c'est pas que ça ruine la séparation, c'est qu'on va former l'azéotrope, Magic Slide de l'azéotrope. C'est qu'on va, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un palier intermédiaire ici. Oui. Et ce palier-là, ça sera un mélange hexane-acétate d'éthyle jusqu'à ce que toute l'acétate d'éthyle soit partie de notre milieu. Et ça nous pose des problèmes, tant en termes d'efficacité qu'en termes de récupération. Parce que c'est triste. Forcément, moins il va y avoir d'acétate d'éthyle, moins dans le mélange de l'azéotrope va y avoir d'acétate d'éthyle. Donc, en fait, on va étirer la distillation de notre azéotrope au maximum. Donc, on va perdre beaucoup d'acétate d'éthyle, beaucoup d'hexane, pardon, pour peu d'acétate d'éthyle. Et ça nous pose un problème. Donc, on a réfléchi, on a même fait des petites expériences préliminaires de venir hydrolyser en fait l'acétate d'éthyle en milieu basique avec de la potasse ou de la soude qui sont là par contre des déchets industriels. Et donc, ça serait. Après, il y a le traitement des effluents, ça pose d'autres problèmes, mais ça nous permettrait d'éliminer complètement l'acétate d'éthyle. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus fondamentale, mais la présence de DCM là-dedans, ça influence pas la position de votre azéotrope, acétate d'éthyle, hexane? C'est une excellente question. J'ai regardé une publi sur les mélanges tertiaires et quaternaires pour faire des azéotropes. Alors, il n'y avait pas le cas DCM hexane acétate d'éthyle, mais je pense que oui. Après, on n'est pas. Ouais, que la recherche bibliographique sur la question, ça n'a pas été la priorité du projet. On arrête ça. Peut-être une question. Moi, j'avais fait le tour des miennes. Merci. Oui, j'ai deux questions. Mais la première, vous avez fait référence à plusieurs reprises au problème des solvants chlorés pour l'environnement. Et je n'étais pas sûre de comprendre. Est-ce que ça veut dire que c'est les meilleurs candidats pour la récupération ou les candidats moins intéressants? Je n'ai pas compris dans quel contexte vous avez dit que les solvants chlorés sont vraiment mauvais pour l'environnement. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait orienter vos actions plus vers ces produits pour les récupérer ou c'est que vous voulez éviter? Peut-être je suis à côté de ce que vous avez dit, mais vous avez mentionné que les solvants chlorés sont vraiment pas bons pour l'environnement. Donc, où est-ce que ça positionne ces solvants dans vos priorités? Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas été suffisamment clair sur la question. Oui, c'est une priorité dans une démarche de distillation de solvants pour la chimie organique. Quand on a des solvants chlorés, on veut les distiller. Déjà parce qu'ils sont mis dans une poubelle à part que les solvants classiques. Ils nécessitent des traitements en fait, qui sont
différents, plus lourds, et on va éviter, moins en produire, c'est une bonne chose. Aussi, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 2 solvants qui sont émis dans des quantités qui sont vraiment très différentes. Et pour nous, c'est beaucoup plus intéressant de venir se focaliser sur la récupération du dichlorométhane que du chloroforme. Malgré le fait que les deux soient des solvants chlorés, malgré le fait que les deux soient intéressants à récupérer. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, que le fait que c'est pas bon pour l'environnement, c'est encore plus de valeur ajoutée au niveau environnemental de récupérer ces solvants. Ça, je suis d'accord. Et la dernière question vient juste de la réponse que vous avez donnée à Guillaume, c'est que, peut-être j'ai encore compris, mais que j'avais compris que vous avez fixé sur un mélange, en fait, un mélange binaire. Mais là, vous avez parlé d'un mélange au moins ternaire parce que c'est plus juste de hexane et dichlorométhane, c'est aussi de acétate-éthyle. Est-ce que c'est en part des traces ou est-ce que j'avais mal compris que c'était un mélange binaire? En fait, on ne connaît pas encore les productions de solvants pollués à l'acétate d'éthyle. Par exemple, dans notre groupe, je pense qu'on va l'appliquer d'abord à notre groupe. Donc, on ne sait pas trop à quel point on va être embêté par l'acétate d'éthyle. Mais ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut s'en débarrasser de l'acétate d'éthyle. Donc, notamment via un traitement chimique. Et pour retomber sur un mélange binaire plus facile à distiller. OK, donc, mais la réponse que vous allez revenir avec la courbe de température, OK, c'est, oui, ici. OK, on chauffe, on distille, OK. Donc, mais je pensais que vous avez parlé d'une étape là-dedans où il y avait la distillation de l'azétrope. Non, parce qu'on assume le fait de se débarrasser de l'acétate d'éthyle. Je pense que c'est moi qui a mal suivi. Et merci. Merci. L'activité se veut très interactive et que je ne sais pas, là, au début, l'idée, c'était aussi d'améliorer d'améliorer le système. Je ne sais pas si vous, par contre, vous auriez des questions pour l'auditoire, notamment nos 3 invités, sur votre système, pour essayer de pouvoir résoudre certains problèmes. En tant que tel, je pense que le système pour la distillation de l'acétone est mieux. Je ne pense pas que ça soit très pertinent d'en changer. Je pense que les solutions d'amélioration vont venir avec leur utilisation par différentes personnes en termes d'ergonomie. Par contre, sur ce projet-là, en fait, nous, globalement, on ne sait pas trop comment s'y prendre parce qu'on n'est pas formé à l'automatisation. Je ne sais pas du tout quelle forme va prendre aussi l'appareil de distillation. On n'a pas aussi forcément le temps de se poser toutes ces questions-là. Mais quand on se les pose, on ne trouve pas forcément les réponses. Donc, je voulais savoir si dans l'audience, il y avait peut-être des gens qui avaient des capacités d'automatisation et qui voudraient collaborer soit avec nous, soit avec le département chimie, si c'est une volonté du département chimie pour faire ce genre de projet. Ouais. Parce que c'est sur l'été, sur le temps d'été, là en plus il y avait un besoin, donc ça nous a permis de prendre un petit peu de temps de notre recherche pour faire ce montage-là, mais la question de la distillation de mélange de solvants, c'est vraiment très chronophage et puis ça demande des compétences qu'on n'a pas. C'est ça le problème. Okay, donc là, en fait, le problème est plus au niveau technique en termes d'automatisation plus qu'en termes thermodynamiques. Ouais, totalement. Parce que je pense que la thermodynamique autour de ça, elle est relativement simple. Relativement. OK. Moi ça m'intéresserait de vous accueillir durant l'été dans mon laboratoire. On pourrait même trouver un étudiant en génie électrique pour l'automatisation. Parce que je vois beaucoup de choses intéressantes. L'idée est intéressante, mais pour l'amener vers l'automatisation, il y a beaucoup de choses desquelles il faut tenir compte. Ce n'est pas juste le microcontrôleur, le timer, même le packaging, le boîte, parce que automatiser, ça veut dire rendre le système facile. On peut toujours mettre des fils un peu partout, là, mais si ça tombe en panne, écoute, après, bonne chance pour trouver
pour trouver d'où est-ce que ça vient. Donc, automatiser, ce n'est pas juste plugger tout ensemble, mettre un timer sur maintenant, il y a beaucoup de défis, mais ces défis qui sont classiques, on les connaît. Donc, moi, ça m'intéresserait, ça me ferait un très grand plaisir de vous accueillir en génie électrique. On a l'expertise et j'ai le besoin, j'ai l'intérêt, je le vois l'intérêt, parce que quand à chaque impression, on jette à peu près facilement un 8 litres d'acétone parce qu'on ne peut pas le réutiliser. Et ça me permettrait de sauver pas mal d'argent. Et ça me permet de faire maturer un peu le projet. Et peut-être ça peut donner des idées. Hein. Peut-être ça, moi, tel que je le vois, ça peut peut-être voir comment discuter avec l'université pour le transfert technologique. Moi, je vois du potentiel, beaucoup de potentiel dans ce que vous avez fait. Et ça me ferait plaisir de vous accueillir dans le projet durant l'été pour faire maturer un peu cette, je ne sais pas si ça se dit, maturation, en tout cas, cette technologie. Merci. On se tiendra au courant. On va se contacter pour voir tout ça. Ça peut être très intéressant. Tiens au courant c'est pour ça aussi qu'on fait la présentation. Ouais, en fait, on cherchait exactement ce type de réflexion-là. C'est-à-dire que nous, on a des compétences en chimie. On a des compétences à manipuler comme ça des affaires de verrerie, des solvants. Mais pour le reste, en fait, on fait tout de manière très artisanale. Et au début, c'était très, très artisanal. Et je pense que on gagnerait à collaborer pour automatiser la chose, la rendre plus agréable, mais aussi pour vous d'avoir un peu plus de chimie dans ce que vous faites. Et pouvoir récupérer de l'acétone 8 litres par impression, c'est beaucoup. C'est pour tout dire, en plus, le projet, tout à la base des bases, il y a plusieurs années, dans le groupe, l'acétone était récupéré, enfin recyclé en utilisant les rotavaps, surtout pour problèmes financiers, économiques, tout ça. Donc là, on a passé une échelle, c'est vrai qu'ils sont un peu encore augmentés dans le procédé, c'est vraiment super. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, des commentaires ici ou en ligne. Simon, Anthony. Je veux juste encore, mais ils savent, j'ai déjà félicité cette équipe pour le projet sur l'acétone. Donc, je veux juste les féliciter à nouveau de démarrer ce processus et de faire avoir cette réflexion. Je trouve c'est très positif d'avoir les gens qui pensent qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au niveau de l'environnement. Et c'est un exemple vraiment de quelqu'un qui a agi, pas juste réfléchi, mais vous avez agi. Donc, je félicite pour cette initiative et je suis vraiment contente que vous voulez aller plus loin avec l'initiative. Donc, bravo pour ça. Professeur Hickson, on voulait vous remercier pour le mini-chiller parce que c'est le département chimie qui l'a payé, puis vous étiez à sa tête quand la décision a été prise. Donc, on vous remercie parce que sans ça, on n'aurait pas pu… en fait, le projet n'aurait pas été viable. Mais comme vous savez, une de mes préoccupations majeures, c'est la sécurité. Et ça, c'était essentiel pour avoir un système sécuritaire. Donc, c'est un plaisir de contribuer de façon positive au projet. Donc, c'est en ligne avec les objectifs du département aussi, ce projet. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais rebondir un petit peu dessus. Déjà, je voudrais vous remercier aussi. Et en fait, je fais partie aussi du comité étudiant du CERMA. Et du coup, l'idée en fait, de cette discussion, de ce pitch ton IDD, c'est de montrer vraiment quelque chose de concret. Parce que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de conférences où ils montrent souvent des chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais les actions, je trouve que c'est mieux. Et souvent, on est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme action de ça et on ne sait pas. Donc là, c'est vraiment, je voulais montrer comment on peut agir pour le développement durable notamment. On va vous donner un petit coup de main pour aller encore plus loin. Merci. Sur ce, je voudrais remercier Anna, Amine et Guillaume d'avoir été présents, d'avoir alimenté la discussion. Merci Anthony, puis Simon, puis Félix pour le projet. Félicitations. Vraiment. Merci à l'assistance, merci à tout le monde qui est venu ici ou en ligne. Vraiment une très belle activité. Donc, à la prochaine édition de Pitch ton IDD prochainement. Bonne